Bienvenue dans notre exploration des idées de Robert Greene, tirées de son livre The Daily Laws. On a là une sélection d'extraits, un concentré de ses réflexions sur le pouvoir, la stratégie, la nature humaine. Oui, c'est ça, une sorte de best-of de ses méditations quotidiennes, basées sur ses livres comme Les 48 lois du pouvoir. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les pépites, quoi. Exactement, pour essayer de mieux comprendre le monde autour de nous et puis nous-mêmes aussi peut-être. Green, il part quand même d'un constat assez direct, hein. Il dit qu'on vit souvent un peu déconnecté, tu vois, bercé par des illusions sur le succès, les relations. C'est ça, complètement à côté de la plaque parfois. Et il propose ce qu'il appelle un réalisme radical. Un réalisme radical, oui. Pour lui, beaucoup de nos frustrations, de nos échecs même, viennent de là, de cette naïveté. De cette méconnaissance comment dire, des jeux sociaux un peu subtils, de la psycho humaine. Tout à fait. Alors, prêt à bousculer un peu tout ça, commençons par ce concept clé chez lui. Trouver sa voie, sa tâche de vie, comme il dit. Ah, la life's task, oui. C'est cette idée de trouver ce qui nous rend vraiment uniques, ce pourquoi on est fait, au fond. Souvent lié à des intérêts qu'on avait déjà enfants, d'ailleurs. Et c'est crucial de la découvrir, même si, le chemin est rarement une ligne droite, hein. Pas du tout. Il prend son propre exemple, et c'est assez frappant. Avant d'écrire, il a fait quoi? Une soixantaine de boulots différents, hein. Oui, près de 60, c'est énorme. Il décrit ça comme une longue quête, guidée par une sorte d'insatisfaction, une petite voix qui lui disait c'est pas ça. Jusqu'au déclic, cette rencontre à Venise, avec un éditeur, Just Helfers. Et là, paf, l'idée des 48 lois du pouvoir qui jaillit. Voilà. Et ça montre bien que cette motivation intrinsèque, ce truc qui vient de nous, c'est souvent plus fort que les diplômes ou le réseau. C'est trouver ce qui nous anime vraiment. Il cite Steve Jobs aussi, non? Obsédé par la création, pas par l'argent en premier lieu. Exactement. L'argent, c'était une conséquence, pas le but. Le moteur, c'était de créer l'outil parfait. C'est ça la tâche de vie. Et pour la trouver, cette voie, il dit qu'il faut parfois embrasser sa bizarrerie. J'aime bien cette expression. Oui, moi aussi, ne pas avoir peur de ce qui nous sort du lot. Il donne l'exemple de V.S. Ramachandran, ce neurologue. Ah oui, fasciné par les trucs bizarres depuis tout petit. Les coquillages étranges, puis les anomalies neurologiques. Moule, quoi. Une fois qu'on a une piste, une direction, vient l'apprentissage. Mais pas n'importe comment. Ah non, pas l'apprentissage passif à l'école. Green, il parle d'immersion totale, d'apprendre en faisant. Il raconte son expérience à Paris pour apprendre le français. Oui, il était obligé de se débrouiller, c'est ça. C'est ça, la nécessité. Ça crée une motivation, une intensité que des années d'études peuvent pas toujours égaler. Le but, c'est pas juste d'apprendre des trucs. C'est une transformation personnelle. Se transformer, ça veut dire aussi changer notre rapport au plaisir, alors? Oui, il le dit. Le vrai plaisir, celui qui dure, il vient souvent de la difficulté qu'on a surmontée, de la compétence qu'on acquiert petit à petit. Pas de la facilité immédiate? Non, c'est le plaisir de l'effort, de la maîtrise qui grandit. C'est plus gratifiant à long terme. Et c'est cette pratique intense qui mène vers la maîtrise. Mais il dit attention, hein, la maîtrise, c'est jamais acquis. Jamais. C'est un processus continu. Il utilise cette image de la sensation au bout des doigts, le fingertip feel. C'est quand l'intuition et la connaissance profonde se rejoignent. Ça demande une immersion quasi obsessionnelle dans les détails. D'accord, donc on a trouvé sa voie, s'y plonger à fond par l'apprentissage, viser cette maîtrise. Mais tout ça, ça se passe pas dans une bulle. Ça se passe dans le monde réel, social, que Greene décrit comme une sorte d'arène, non? Exactement. Et c'est là qu'on arrive au cœur de ses idées sur le pouvoir, notamment les fameuses 48 lois. Pour Green, qu'on le veuille ou non, le monde social, le monde pro, c'est un théâtre de jeux de pouvoir. Et si on ignore ça? On risque d'en être la victime. Son réalisme radical, c'est d'observer tout ça sans forcément juger, mais pour comprendre comment ça marche vraiment. Avec lucidité. Il raconte une de ses propres expériences d'ailleurs, qui l'a marqué. Quand il était jeune, il était tellement bon dans son boulot qu'il a fait de l'ombre à sa chef. Sans le vouloir, oui. Et résultat? Mis au placard. Voilà. C'est là qu'il a pigé la loi 1, ne surpassez jamais le maître. Ça peut paraître un peu cynique, non? Ça peut, oui. Mais l'idée, c'est pas forcément de cacher son talent. C'est plutôt de gérer comment les autres le perçoivent, surtout les chefs. Faire en sorte qu'ils se sentent intelligents grâce à nous ou au moins pas menacés. C'est un peu ça. Il prend l'exemple de Galilée. Ah oui, avec les lunes de Jupiter. Voilà. Il les découvre, mais au lieu de dire « regardez comme je suis génial », il les dédie aux Médicis, ses protecteurs.
Il leur donne la gloire. Malin. Et en échange, il a leur soutien. Indéfectible. C'est un jeu d'apparence, de gestion du crédit. Donner du crédit vers le haut, parfois en prendre un peu vers le bas. C'est subtil. Donc, observer, décrypter les motivations cachées, soigner les apparences, ça demande une certaine distance émotionnelle, j'imagine, hein. Oui, c'est ça. Observer les gens comme un stratège regarde un échiquier. Qui a vraiment le pouvoir au-delà du titre? Richelieu qui comprend que c'est la mère du roi qui tire les ficelles. Et savoir attirer l'attention aussi, mais de la bonne manière. De manière contrôlée, oui. Parfois, dit-il, même une petite polémique, c'est mieux que de passer inaperçu. Et les gens qui disent « Ah non, moi les jeux de pouvoir, très peu pour moi ». Green a une opinion là-dessus, il me semble. Ah oui, il met en garde contre ceux qu'il appelle les non-joueurs. Ceux qui affichent leur dédain pour la stratégie sont souvent les plus manipulateurs selon lui. C'est une posture en fait. C'est une arme. Ça désarme la méfiance. Le réalisme, c'est aussi de voir derrière ce masque. Repérer les signaux, genre une amabilité un peu trop appuyée, une conviction un peu trop forte. D'accord. Donc, comprendre ces jeux de pouvoir, c'est une première étape, mais après, comment on fait pour influencer les autres, pour persuader? Alors, l'art de la persuasion, selon Green, ça repose sur un truc fondamental. Arrêter de parler de soi. Ah. Oui, sortir de sa propre tête et essayer d'entrer dans celle de l'autre. Comprendre ce qui l'intéresse, lui, ses motivations, ses peurs, l'image qu'il a de lui-même. Donc, moins d'arguments logiques, plus de psychologie. Souvent, oui. Une des clés, c'est de confirmer l'image positive que les gens ont d'eux-mêmes. Si quelqu'un se voit comme intelligent, tu valides son intelligence. Ça baisse ses défenses. Pas de la flatterie grossière, mais montrer qu'on les comprend. C'est ça, qu'on apprécie leurs qualités. Ça les rend plus ouverts. Et cette idée que les actes parlent plus que les mots. Absolument. L'exemple de Christopher Wren, l'architecte. Avec les fausses colonnes. J'adore cette histoire. Oui. Les notables s'inquiètent pour un plafond, il ajoute des colonnes pour les rassurer. Sauf qu'elles touchent même pas le plafond. Elles ne soutiennent rien du tout. Rien. Mais l'apparence de solidité a suffi. Il a prouvé, par l'action, même symbolique. C'est fort. Et l'insinuation, c'est plus fort que l'affirmation directe? C'est une autre technique. Planter une idée doucement, pour que l'autre pense qu'elle vient de lui. Ça évite qu'il se braque. On persuade mieux quand l'autre ne sent pas qu'on essaye de le faire. Exactement. Et puis, il y a l'impression générale qu'on laisse, l'émotion. Lyndon Johnson, il était connu pour ça, non? Créer un lien émotionnel fort. Oui, faire sentir les gens importants, compris. Voilà, c'est souvent ça qui reste, plus que les mots exacts. Tout ça, ça dessine un parcours, hein. Trouver sa voie, comprendre le jeu social, apprendre à influencer. On dirait que ça mène à devoir penser de façon plus stratégique, non? Carrément. Green oppose le tacticien qui voit juste le coup d'après au stratège qui a une vision d'ensemble et à long terme. Et on serait plutôt des tacticiens par défaut. La plupart d'entre nous, oui. La vraie stratégie pour lui, c'est pas d'avoir un plan super rigide, c'est de se mettre dans une position où on a toujours plus d'options que l'adversaire. C'est ça le chi. Le chi. Une position de potentiel. C'est ça, un avantage stratégique qui donne de la flexibilité. Ça demande de voir tout l'échiquier, pas juste une pièce. Et ça implique de pas s'acharner sur une seule approche, j'imagine. C'est ça, flexibilité mentale. Et puis, identifier le point faible essentiel de l'autre ou du problème, le centre de gravité. Pour concentrer ses forces là où ça compte vraiment. Exactement, et éviter l'attaque frontale si on peut. Préférer les flancs, l'indirect. Napoléon était un maître là-dedans. Et penser aux conséquences lointaines. Pas juste à demain. Crucial. L'assassinat de César, l'exemple qu'il donne. Tactiquement, ça semblait logique pour sauver la République. Stratégiquement, Ça a fait l'inverse. Ça a accéléré sa fin. précisément, la stratégie, c'est voir loin et aussi ne pas s'accrocher à ses vieux succès. Ce qui a marché avant ne marchera pas forcément après. Il faut s'adapter. Tout ça, ça nous ramène au fondement, la nature humaine. Comment on gère nos propres émotions, nos biais et ceux des autres. Pour faire tout ça, C'est peut-être la base de tout chez Green. Il dit la nature humaine, avec ses côtés irrationnels, égoïstes, émotionnels, c'est une réalité. On ne peut pas l'ignorer. et la première étape vers la rationalité, c'est d'accepter cette part irrationnelle. Paradoxalement, oui. La reconnaître en nous et chez les autres. Accepter notre côté obscur, comme il dit. L'ombre, L'ombre jungienne, oui. Tout ce qu'on n'aime pas voir. L'envie, la colère, la peur. Voilà. Green dit, pense. Au lieu de refouler ça,
Mieux vaut le reconnaître, le comprendre, et peut-être même canaliser cette énergie pour pas qu'elle nous contrôle sans qu'on s'en rende compte. Comme Lincoln, qui était conscient de son ambition, de sa mélancolie. Et qui a su les transformer en force politique, en empathie même. C'est ça l'idée. Donc, au lieu de nier l'envie, par exemple, on pourrait s'en servir comme carburant pour s'améliorer. Tout à fait. Transformer le négatif en motivation. Et cultiver l'empathie consciemment. Faire l'effort de voir le monde par les yeux des autres. Un antidote à l'égocentrisme naturel. Exactement. Et il suggère aussi un autre exercice. Méditer sur notre propre mort. Oula, ça a l'air un peu sombre, non? Pas dans son idée. C'est pas pour déprimer. C'est pour intensifier notre goût de vivre, maintenant. Et pour clarifier ce qui compte vraiment. Savoir que le temps est limité, ça peut donner du courage. Ah, Pour suivre sa voie, pour pas perdre son temps. c'est ça, se reconnecter à l'essentiel. Et ça mène à l'attitude ultime qu'il propose, l'amour fati. L'amour du destin. Inspiré des stoïciens, oui. Accepter tout ce qui arrive, le bon comme le mauvais. Pas passivement, mais comme faisant partie du chemin. Embrasser les difficultés, les échecs, comme des occasions d'apprendre. De grandir, de se renforcer. C'est le réalisme radical poussé à son maximum. Aimer ce qui est pour pouvoir agir dessus avec plus de force et peut-être même plus de sérénité. Bon, on a couvert pas mal de terrain là. Trouver son chemin unique, décrypter les jeux sociaux, persuader intelligemment, penser stratégie, et finalement accepter la nature humaine. Tout ça avec ce fameux réalisme radical. C'est un peu ça, oui. Ces idées, elles peuvent secouer un peu, parfois elles dérangent, parce qu'elles montrent des choses qu'on préfère ne pas voir. C'est clair. Mais le but, je crois, c'est pas de faire de nous des cyniques. C'est plutôt de nous donner des clés pour comprendre comment le monde fonctionne vraiment, pour pouvoir y agir plus consciemment. Et peut-être avec moins de frustration au final. Peut-être bien, oui. Connaître les règles, ça ne veut pas dire jouer salement, hein. Ça veut dire jouer en connaissance de cause. Alors, pour finir cette plongée, une question qui me vient. Si cette nature humaine est si constante, si puissante, si les jeux sociaux sont partout, c'est quoi la première petite chose, peut-être toute simple, qu'on pourrait essayer de changer là aujourd'hui dans notre façon de voir ou de faire pour mieux naviguer tout ça sans être toujours piégé par nos illusions ou nos émotions? Bienvenue à Sous l'ombre de la sagesse,